Merci de nous soutenir par un don mensuel ou ponctuel en vous rendant sur notre site le nouvel esprit public sans séparation.fr. Vos dons sont défiscalisés à hauteur de 66%. N'oubliez pas qu'il y a une autre façon de nous aider qui est de faire connaître notre podcast, celui qui est mis en ligne le dimanche est consacré à l'actualité nationale et internationale, celui qui est mis en ligne le mercredi est consacré au métier de la culture. Merci. Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public au cours duquel nous nous efforcerons d'éclairer l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et avec un nouveau venu, notre confrère américain Cole Stengler, qui est installé à Paris depuis plusieurs années et qui est pigiste pour un certain nombre de journaux états-uniens. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Ces Français qui disent non ». Il est ainsi chapeauté du mouvement des Gilets jaunes aux protestations contre le pass sanitaire. Les Français semblent très souvent tentés par la rébellion, refus de la pression fiscale, refus d'une société corsetée par des normes de plus en plus contraignantes, refus des exigences sanitaires vécues comme des oukases. La liste des refus est longue. C'est ainsi que, pour des raisons différentes, les Antilles se retrouvent dans une situation de crise aiguë, routes bloquées, magasins pillés, incendies volontaires et tirs à balles réelles sur les forces de l'ordre, et l'Hexagone se voit confronté à une fronde à bas bruit de ceux qui refusent le vaccin anti-Covid et critiquent le pass sanitaire. J'ajoute à ce numéro du 1 que le dernier numéro de Zadig, la revue trimestrielle lancée par le 1, vient de paraître. Dans notre Bada, si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi dernier les échanges avec le public d'Evron, dans la Mayenne, autour des thèmes de notre dernier enregistrement, le programme de la coalition allemande et le durcissement des relations entre la France et le Royaume-Uni. Prochain enregistrement public à l'école alsacienne le dimanche 9 janvier. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Enfin, la semaine prochaine, notre enregistrement sera consacré au référendum en Nouvelle-Calédonie et à ses conséquences nationales et internationales. Nous mettrons en ligne le dimanche 26 décembre l'enregistrement public consacré au procès des attentats du 13 novembre 2015 avec Georges Saline, père de l'une des victimes, qui assiste au débat de la Cour d'assises spéciale depuis le 8 septembre et qui était notre invité dimanche dernier à l'école alsacienne. Venons-en au premier de nos deux sujets, la droite en désordre de marche. Quelques 114 000 sympathisants les Républicains ont choisi à 60,95% Valérie Pécresse pour candidate. L'autre finaliste, le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, a recueilli 39,05% des voix. Dans son premier discours de candidate, Valérie Pécresse a fait un clin d'œil à chacun de ses rivaux malheureux en reprenant un thème identifiable à chaque fois, le régalien pour Ciotti, la justice sociale pour Bertrand, les services publics pour Juvin et la place de la France dans le concert des nations pour Barnier. Cette semaine, elle s'est rendue dans les fiefs de chacun d'entre eux. Cette image d'union avait été écornée par Éric Ciotti, interrogé après le passage de Valérie Pécresse. Il avait jugé que son message n'était pas un bon message, en cause le refus par la candidate de LR de reprendre dans son programme certaines mesures du député des Alpes-Maritimes, comme la création d'un Guantanamo à la française. Fort de son score élevé au second tour du Congrès, Éric Ciotti a créé son propre mouvement, baptisé « À droite », en promettant de ne pas trahir ses électeurs. Pour lui, si la droite veut gagner dans 5 mois, ce sont les électeurs d'Éric Zemmour qu'il faut aller chercher, et non ceux d'Emmanuel Macron, qui, selon lui, ne reviendront jamais au bercail.
C'est un avis partagé par le directeur de campagne de Valérie Pécresse, Patrick Stefanini, pour qui, je cite, « Nous devrons récupérer les électeurs partis chez Zemmour et Le Pen sans faire le distinguo. Même si je n'ai pas gagné ce congrès, mes idées ont triomphé, a estimé Éric Ciotti. En meeting à Villepinte devant 11 000 supporters, Éric Zemmour a saisi la balle au bond et repris à son compte le slogan identitaire du député des Alpes-Maritimes « Pour que la France reste la France ». Une soirée, Les Républicains avec Zemmour a reçu sa visite et lui a donné l'occasion de fustiger le parti de Valérie Pécresse et d'appeler les ciotistes à le rejoindre. Pour le leader du nouveau parti Reconquête, la question des 500 signatures est encore pendante, tandis que Marine Le Pen est sur ce point dans une meilleure position. La droite dure est donc désormais représentée par 2 candidats et demi. Valérie Pécresse n'avait-elle pas déclaré lors du lancement de sa campagne « Je suis 2 tiers Merkel et 1 tiers Thatcher ». Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais quand je regarde la bataille électorale à droite, ça me fait penser à la bataille de Poitiers, où ce pauvre Jean le Bon, attaqué par les Anglais, entendait son fils lui crier « Père, gardez-vous à droite, Père, gardez-vous à gauche ». Et là, on a envie de dire « Droite, gardez-vous à droite », et même France, gardez-vous à droite, tellement on a l'impression d'une montée importante de la droite traditionnelle et des droites extrêmes. Et première incise, c'est assez étonnant de voir à quel point la France est toujours à contre-courant des évolutions politiques européennes. En 2017, Emmanuel Macron a été élu sur un thème extrêmement pro-européen, alors que toute l'Europe était à l'époque était plutôt eurosceptique, droitière et voire populiste. Et aujourd'hui, on a une Europe qui vire à gauche ou au centre droit, avec en Allemagne une coalition de gauche, en Italie un centre droit, avec Mario Monti, en Espagne le Parti socialiste au pouvoir, et la France est apparemment vire à droite. Donc ça, c'est une première incise, mais on est toujours en porte-à-faux politique avec les évolutions européennes. Plus précisément sur la droite, première remarque, il me semble que la multiplication de l'offre aux extrêmes, puisque on a maintenant 3 offres, Madame Le Pen, Monsieur Zemmour et Monsieur Ciotti, même s'il n'a pas gagné la primaire. Monsieur Dupont-Aignan. Oui, on peut même dire 4, effectivement. Mais cette multiplication des offres à l'extrême droite, à mon avis, a des effets inquiétants. Le premier effet, c'est l'effet de contagion sur la droite classique. Valérie Pécresse est obligée d'aller pêcher sur les terres du populisme avec ce trio infernal de thèmes qui sont l'immigration, l'identité et la sécurité. Ça, c'est le premier effet. Donc, d'une certaine façon, Zemmour a gagné, en tout cas, les thèmes de Zemmour ont gagné. Deuxième effet, la multiplication de cette offre à l'extrême banalise Madame Le Pen, qui est devenue, à la limite, la plus modérée des offres d'extrême droite, et alors qu'elle est pourtant la plus structurée des partis politiques. Et là aussi, je trouve que c'est assez inquiétant. Et troisièmement, surtout, c'est que cette multiplication d'offres banalise l'idée d'une alliance des droites. On voit Madame Le Pen s'adresser aux électeurs de Madame Pécresse, on voit Zemmour faire de l'œil à Ciotti, Ciotti faire de l'œil à Zemmour, aux électeurs de Madame Le Pen. Et donc, on a l'impression que ce tabou qui était l'alliance des droites républicaines avec des extrêmes est en train de tomber. Donc ça, je crois qu'on est dans une mauvaise passe, mais Dieu merci, c'est pas forcément représentatif de la France, parce qu'après tout, la victoire de Ciotti, c'est une victoire sur 100, la montée en puissance de Ciotti, c'est quand même sur 110 000 votants, donc ça n'est pas représentatif, je crois, de son audience nationale. Deuxième point sur Valérie Pécresse. Alors premièrement, moi je trouve que c'est une victoire totalement remarquable. D'abord parce que c'est une femme et que c'est la première fois qu'on a une offre présidentielle crédible. Je fais une petite parenthèse, j'ai lu que Ségolène Royal avait fait une incise sur la victoire de Valérie Pécresse en disant au moins elle est soutenue par son mari, elle. Donc, je ferme la parenthèse. Mais donc, c'est une femme et c'est tout à fait remarquable. Pardon, mais puisque vous parlez de Ségolène Royal, elle a été crédible. Elle est arrivée à un score qui était quand même extrêmement élevé, oui. Non pas devant un congrès de membres de son parti, mais devant l'électorat. Oui, elle n'a pas été soutenue ni par son mari, ni par son parti. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis pas sûr que nous soyons en train d'ouvrir une boutique de conseillers conjugaux. Donc, 1, c'est une femme. 2, c'est une victoire sans contestation. Et 3, c'est la revanche des fillonistes.
Et tout le programme de Madame Pécresse est le programme économique pratiquement de Fillon. Et c'est intéressant de noter que, alors qu'on croyait Fillon et son héritage mort, il y a là un retour au premier plan de cette tendance très particulière de la droite. Mais malheureusement, je crois que Madame Pécresse, elle a du souci à se faire parce qu'elle est écartelée entre deux stratégies. Il y a d'abord sa première stratégie, qui est sa stratégie personnelle, qui est celle de récupérer l'impossible, c'est-à-dire l'électorat jupéiste qui est aujourd'hui chez Macron et pour lequel elle devrait avoir une attitude plus libérale, plus centriste, plus ouverte. Et elle veut également récupérer l'électorat populaire, celui qui est chez Madame Le Pen et pour lequel elle devrait avoir davantage de thèmes sécuritaires, identitaires et sociaux. Et donc, on voit bien qu'elle a une stratégie de grand écart, à mon avis, difficile à tenir, d'autant que la stratégie de Ciotti à ses côtés, c'est l'interdiction du recentrage. Alors, soit parce que cet homme a beaucoup d'ego et qu'il n'arrive pas à admettre qu'il n'est que deuxième et pas premier, mais peut-être qu'il applique la leçon que Lionel Jospin n'avait pas appliquée, c'est-à-dire au premier tour, on gagne sur son clan, au deuxième tour, on élargit son clan. Et peut-être que Ciotti est en train d'essayer d'appliquer cette méthode. En tout cas, juste pour terminer, Philippe, il reste un perdant, je crois, de cette victoire de Madame Pécresse aux Républicains, c'est le pari d'Édouard Philippe. Je crois que là, il faut que son pari, cette nouvelle droite macroniste, revoie ses cartes, parce que si Madame Pécresse était élue présidente de la République, elle ferait au moins 2 mandats. Donc là, je crois qu'il y a pour Édouard Philippe une surprise. Akram Belkaïd. Oui, effectivement, on a cette tendance qui s'inscrit dans le temps long, d'un glissement de la droite classique vers l'extrême. Je rappelle que la campagne de Nicolas Sarkozy avait été marquée tout de même par des éléments de discours qu'on retrouve aujourd'hui sur l'identité, avec la création ensuite de ce fameux tristement célèbre ministère de l'identité. Mais les choses ont changé dans la mesure où, pour Nicolas Sarkozy, il consistait effectivement à ramener les électeurs de l'extrême droite dans le giron de la droite traditionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, le problème s'est inversé, c'est-à-dire qu'il s'agit d'empêcher les derniers, en tout cas ce qui reste d'électeurs de la droite classique, à rejoindre, à être séduits par une parole extrémiste totalement décomplexée, celle d'Éric Zemmour, qui a réussi à s'imposer dans l'environnement médiatique. Je pense que les discours qu'on entend, celui qu'il a prononcé à la convention de la droite il y a quelques années, son récent discours à Villepinte, aurait été inimaginable il y a une vingtaine d'années. Il a toujours tenu ce discours, pour ceux qui l'entendaient parfois sur Radio Courtoisie ou d'autres, disons, médias peu connus. Il a toujours essayé de créer cette rupture avec le discours convenu, classique, prudent, mais l'audience n'était absolument pas la même. Et l'une des autres raisons pour lesquelles, je pense, les digues sont en train de sauter, où effectivement on a cette espèce de recomposition avec une multi-offre à l'extrême droite, c'est que il n'y a plus aucun scrupule à le faire dans la mesure où l'adversaire est totalement atomisé. C'est-à-dire que la gauche ou les gauches peuvent protester autant qu'elles peuvent faire les discours qu'elles veulent sur l'extrémisme, la radicalité, le danger, la violence, etc. Vu les intentions de vote, vu ce que cette famille, et je mets tout le monde dedans, y compris les Verts, représente aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas pour la droite de raison de durcir son discours, de le muscler, de façon à essayer de ne pas se faire contourner sur sa droite par l'extrême droite. Béatrice Gibelin. Oui, on a pris le thème du désordre à droite. Je ne suis pas sûre que qu'on soit vraiment dans un grand désordre, parce qu'on est à l'extrême droite comme à la droite dite républicaine, sur un discours radical, comme Akram vient de le rappeler, et ils sont plutôt en ordre de marche pour aller vers une politique qui soit une politique extrêmement dure, y compris sur le plan économique. On va diminuer
on annonce une diminution du nombre de fonctionnaires, on annonce peut-être une suppression du droit du sol, on annonce une immigration, évidemment, fin du regroupement familial, etc., etc. On en arrive à dire que, au fond, le droit national doit reprendre le pas sur le droit européen. Enfin, des choses qui, comme vous l'avez dit l'un et l'autre, étaient absolument inenvisageables il y a encore, moi je dirais même 5 ans. Hein, c'est même pas forcément aussi loin que ça. Mais je pense que la victoire de Pécresse change quand même beaucoup la donne. Pécresse, c'est une battante, c'est une combattante. Elle n'est pas arrivée là facilement. On sait très bien que le combat des femmes pour être en tête et gagner n'est jamais simple. Elle a une équipe derrière elle qui est une équipe extrêmement rodée aux campagnes présidentielles. Elle a choisi Stefanini, qui a sorti un ouvrage il n'y a pas si longtemps ça sur l'immigration, dont on a quand même pas mal parlé. C'est lui qui a rameuté tous les anciens membres du LR pour les faire voter. Il a fait un travail d'orfèvre, mais parce qu'il connaît très très bien. Il avait tous les fichiers. Il a fait la campagne de Nicolas Sarkozy. Bon, donc il était capable de faire adhérer. Et c'est quand même extrêmement intéressant de voir combien l'Île-de-France pèse désormais au sein du parti LR. Je crois que c'est Paris maintenant qui est même devant les Alpes-Maritimes. Il y a les Alpes-Maritimes en 2, mais évidemment, il y a eu aussi derrière les Hauts-de-Seine, les Yvelines. Je veux dire, elles partaient avec un capital, et comme Nicole l'a rappelé, c'est quand même 110 000 électeurs. Bon, ça ne représente pas tout à fait tout. Bien. Et elle est sur une politique de droite, mais c'est quelqu'un de droite. On a essayé de lui donner une attitude de centre-droit, mais elle est profondément de droite depuis très longtemps, avec des affichages intéressants. Par exemple, quand elle a fait déplacer le siège de la région à Saint-Ouen, la gauche n'avait jamais voulu en entendre parler. Le confort du 7e arrondissement était quand même beaucoup plus sympathique que d'aller s'installer à Saint-Ouen dans une zone qui n'est pas encore gentrifiée. C'est l'environnement autour du conseil régional, c'est pas si simple. Elle n'a pas peur du terrain. Elle est extrêmement présente aussi en Seine-Saint-Denis. Elle va d'une certaine façon au contact. Donc ça peut être une candidate, on dit c'est une Versaillaise, c'est une Parisienne, elle va pas réussir à joindre la droite populaire. Ça va peut-être pas être facile, mais c'est pas non plus infaisable. Et je pense que si Nicole a dit que au fond Édouard Philippe avait quelques soucis à se faire, ce que je partage, mais je pense aussi que Macron a un peu de soucis à se faire avec une candidate comme Pécresse. Quant à l'extrême droite, ils vont souffrir parce qu'à mon avis, elle sera peut-être et devant Marine Le Pen et bien évidemment devant Zemmour s'il a ses 500 signatures. Cole Stengler. Bon, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer cette droitisation en cours. Je pense que tout le monde semble être plus ou moins d'accord sur le fait qu'il y a une droitisation de la vie politique en France. Et c'est ce qu'on voit avec les Républicains. Mais je pense que ce serait peut-être intéressant d'ajouter 2 éléments supplémentaires qui pourraient peut-être expliquer cette droitisation. Il y a un élément qui n'est peut-être pas la chose la plus importante, mais quand même, je pense que ça compte, c'est le rôle joué par les médias ces derniers temps. Vous savez, si vous écoutez les discours de droite en ce moment, comme vous avez dit, on parle beaucoup de l'immigration. Il y a une véritable obsession avec le thème de l'immigration et aussi l'insécurité. Je pense que c'est important de regarder les faits derrière, parce que souvent on a ce problème, c'est assez classique dans le journalisme politique, le dilemme, le problème au lieu de suivre, en fait, de regarder les faits derrière les discours, on va suivre les discours eux-mêmes. Les propositions elles-mêmes des candidats, des différents personnages politiques sont regardées derrière, en fait, les faits qui sont derrière. Donc, je pense que c'est important quand on parle d'un sujet comme l'immigration. Et moi, j'ai fait mes recherches sur l'immigration et sur la CFDT et les travailleurs immigrés dans les années 60 et 70. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les chiffres sur l'immigration, donc en 1975, donc, la population immigrée en France représente 7,4% de la population française. Aujourd'hui, donc ça c'est des chiffres selon l'INSEE, là on est à 10,2%. Donc, dans l'espace de 40 ans,
40 ans, on a une hausse d'immigration d'à peu près 3%, de moins de 3% en France. On n'a pas cette impression si on écoute un certain nombre de politiciens, on n'a pas cette impression si on écoute un certain nombre de médias, si on regarde un certain nombre de médias. Et récemment, heureusement, il y avait un article à ce sujet. C'est pas pour vanter le New York Times, j'ai parfois beaucoup de désaccords avec le New York Times, mais ils ont fait quand même un bon papier sur le fait que derrière ce discours, derrière cette véritable obsession, hystérie même, sur l'immigration en France, en fait, si vous regardez les chiffres, en fait, il y a une hausse qui n'est pas si importante que ça, et surtout si vous le comparez avec d'autres pays. Ça, c'est la première chose, sur l'immigration. Autre sujet phare de cette droite renforcée en France, c'est l'insécurité. Je pense qu'encore une fois, c'est important de regarder les chiffres derrière. Donc là, je vais reprendre rapidement les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Eux, ce qu'ils ont observé depuis 2008, on a donc la plupart de faits de délinquance sont en baisse. Donc, les homicides, les vols violents, les vols de véhicules, etc. Il y a une légère hausse de certains faits de délinquance, des vols non violents et surtout les violences sexuelles qui sont en hausse pour des raisons aussi assez politiques, dans le sens où les gens se sentent plus en sécurité, plus libres de parler d'un certain nombre de violences. Donc voilà, ça c'est deux choses importantes. Et je pense que oui, nos médias ont une responsabilité de rappeler, en fait, de faire ce qu'on appelle du fact-checking au lieu de laisser parler un certain nombre de politiciens, de dire, écoutez, en fait, là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas seulement le discours qui compte, mais ce sont les faits derrière. Donc ça, c'est un thème important et je pense qu'il faudrait faire attention avec cette campagne d'Éric Zemmour là, qui est en cours, au lieu d'analyser de regarder ses propositions, mais vraiment de lui rappeler, en fait, non, ce n'est pas vrai ce que vous dites, et de remettre les choses un peu en perspective. Le deuxième élément, peut-être, juste pour ajouter rapidement, en fait, quand on parle de cette droitisation, donc là, j'ai évoqué la question des médias, mais je pense qu'il faut le dire aussi, et évidemment, ce n'est pas la cause principale, mais le gouvernement d'Emmanuel Macron a sa part de responsabilité aussi dans cette droitisation qui est le conséquence c'est une stratégie politique qu'on connaît très bien aux États-Unis, la triangulation, c'est-à-dire Macron qui essaie à la fois de parler aux électeurs de gauche et aux électeurs de droite, et on l'a vu avec un certain nombre de lois, la loi sécurité globale, la loi asile-immigration, mais aussi on le voit avec les sorties de ces ministres sur un certain nombre de thèmes culturels, la cancel culture, le wokisme, l'islamo-gauchisme, tout ça, c'est une sorte de clin d'œil aux électeurs de droite. Ça contribue aussi à cette droitisation qui est profonde. Je voudrais ajouter à ce que vient de dire Koltengler sur les médias, qu'il y a une espèce de chose assez vicieuse qui consiste il y a d'abord ces médias qui se comportent comme Cole l'a dit, mais il y a ensuite les autres médias, ceux qui se présentent comme plus sérieux, qui, eux, passent plus de temps presque à commenter ce que font les médias pas sérieux au lieu de s'occuper. Et puis il y a une chose qui m'a frappé pour illustrer cette déficience fréquente du journalisme. Jeudi soir, il y a eu ce débat entre Éric Zemmour et Le Maire. Et à un moment donné, Éric Zemmour reprend sa proposition qui est des étrangers qui n'ont pas de travail pendant 6 mois, qui sont au chômage pendant 6 mois, on les expulse. Je ne parle pas de la nature de cette mesure, qui peut en effet soulever le cœur, mais simplement de son réalisme. C'est-à-dire que si quelqu'un dit quelque chose de ce genre, l'une des questions à lui poser, c'est comment vous le faites, puisqu'on sait très bien que tout ce qui est, pour ce qui est des expulsions, sur lesquelles tout le monde sur lesquelles tout le monde se fixe, la réalité est extrêmement difficile à faire. Mais non, personne ne lui pose cette question, et s'il en va de même pour beaucoup d'autres sujets. Akram Belkaïd. C'est vrai que la question de l'immigration est omniprésente, avec elle la question de l'islam, du séparatisme. Mais j'aimerais attirer l'attention sur quelque chose de nouveau, à mon sens. Quand Zemmour ou quand Ciotti parlent d'immigration, effectivement, ils entretiennent l'idée
que beaucoup d'étrangers arrivent et que la France ne cesse de recevoir un flux de personnes de manière, en tout cas, illégale, clandestine, etc. Et qu'il faut donc des mesures. Et il y a tout un débat là-dessus. C'est la détestable proposition. Là aussi, jamais on n'aurait pu penser qu'un homme politique français évoque un Guantanamo à la française. Enfin, quand on sait ce que c'est que Guantanamo, ce qui s'y est pratiqué, la manière dont les gens ont été traités là-bas, on ne peut pas avoir ce genre de proposition. Il est revenu sur cette proposition. Oui, certes, mais bon, Mais il l'a quand même dit. Hein. Il a quand même avancé. Moi, ce que je vois, par contre, dans tout ce discours, c'est un double discours. Donc, c'est effectivement arrêtons les flux, empêchons les gens de venir, etc. Ça, c'est traditionnel, c'est classique. La nouveauté, à mon sens, derrière notamment le discours de Zemmour, c'est purgeons la France des étrangers qui sont déjà ici. Nettoyons-la. C'est le sens de son propos sur la reconquête, qui renvoie à l'Espagne de l'Andalousie, la Reconquista, avec ces musulmans et ces juifs qui ont été chassés, et ces musulmans et juifs qui s'étaient convertis au catholicisme, qu'on a aussi chassés et jetés dans la mer, à tel point que l'évêché de Marseille avait interdit la consommation de poissons à l'époque. C'est ça qui est derrière. Et on voit bien dans son discours qu'il joue sur les deux. Il joue sur « je vais arrêter l'immigration », etc. et tout. Mais il y a aussi cette idée que la France, telle qu'elle a toujours existé, autrement dit une France catholique et blanche, enfin, c'est un peu sa vision, c'est à ça qu'il faut revenir. Donc, derrière, et c'est en cela que c'est la nouveauté, parce que ce concept de remigration qui accompagne la théorie fumeuse du grand remplacement, ça a toujours été aux marges de l'extrême droite. Maintenant, aujourd'hui, c'est un thème qui est en train de rentrer dans le débat et dont je crains que demain, la droite traditionnelle s'empare et qu'on revienne, par exemple, à cette période sombre de l'histoire de France où les gouvernements revenaient sur les naturalisations, par exemple. Béatrice Gibelin. Oui, je voudrais revenir sur l'intervention de Cole Strangler, parce que le chiffre des étrangers, donc qui n'ont pas la nationalité française, bien évidemment, n'a pas beaucoup augmenté. Il a augmenté assez rapidement sur ces derniers temps. C'est-à-dire, si vous prenez un temps long, effectivement, vous dites c'est 3% sur 40 ans. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les rythmes où ça a monté. Ça a beaucoup baissé dans les années 80-90 et puis c'est remonté dans les années 2000. Donc, c'est intéressant de regarder les choses comme ça. Il y a une chose qui est importante, c'est que, en fait, il y a des tas de descendants d'étrangers qui sont peut-être restés étrangers, dont les enfants ont la nationalité française et qui sont tout à fait français. Et parfois, on est à la 3e génération, voire à la 4e génération. Mais pour une partie de l'opinion publique, il reste des étrangers. Il reste au moins des immigrés. On a beaucoup de mal à les voir en tant que Français, j'allais dire à part entière. Donc à ce moment-là, l'impression, si vous voulez, du nombre est effectivement beaucoup plus importante que le seul chiffre précis des étrangers. Tout dépend ce que vous prenez en compte. Autre question, parce qu'il faut quand même s'interroger, pourquoi ça a de l'écho? Pourquoi ces outrances ont de l'écho? Et pourquoi les faits ne sont pas entendus? Aussi parce que nous avons quand même une géographie de cette immigration en France qui n'a rien à voir avec celle de l'Allemagne. C'est-à-dire on fonctionne sur des situations de très forte concentration. L'Île-de-France, pas toute l'Île-de-France, le nord de l'Île-de-France, la Seine-Saint-Denis, très, très majoritairement, qui est effectivement dans une situation de certains endroits majoritairement avec une population d'origine immigrée. Et cette représentation-là, je dis encore juste une chose, est extrêmement importante. Et ce qui est intéressant, c'est que l'opinion publique française, dans sa globalité, ne partage pas du tout ces discours. Elle ne met pas l'immigration en un de ses préoccupations. La sécurité, oui. Et là, il faudrait avoir du temps pour l'expliquer. Mais elle réclame le rôle de l'État, elle réclame des services publics, elle trouve qu'on doit payer des impôts, elle n'est pas sur un discours où il ne faut pas d'impôts. Donc c'est intéressant de voir ce décalage-là. D'une certaine façon, l'ensemble de la France n'est pas forcément aussi droitière que le discours politique le laisse entendre. Nicole Niesotto. Oui, 2 remarques.
La première aussi sur, l'intervention de Cole Stengler, vous avez raison de dire qu'il faut des faits. Mais quand on regarde les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur sur la sécurité ou l'insécurité, ils donnent des chiffres globaux. La réalité et la perception, c'est qu'il faudrait des chiffres géographiques et en particulier des chiffres par rapport entre les grandes métropoles et les banlieues, entre les grandes métropoles et la ruralité. Et ces chiffres, on les a pas parce que c'est interdit. Mais là, je crois qu'il y a véritablement de la part des Français le sentiment, puisqu'il n'est pas appuyé sur des faits, que la violence augmente dans certaines parties du territoire. Il suffit de voir l'utilisation des bazookas par les Tchétchènes, des armes à feu en Martinique par les syndicalistes. Enfin, on a quand même le sentiment d'une violence qui monte. Deuxième et dernière remarque, sur ce qu'a dit Akram, je partage complètement ce que vous avez dit. Il y a quelque chose en plus. Cette idée du grand remplacement, d'une certaine façon. Mais moi, je crois aussi que l'obsession vis-à-vis des migrants, des réfugiés, etc., c'est aussi le signe, c'est pas simplement du racisme français ou un problème de l'identité française. C'est le signe de l'échec des politiques sociales françaises, qu'elles remontent à Sarkozy, Hollande ou même Emmanuel Macron, qui n'a absolument pas la fibre sociale. Et donc ce thème, les réfugiés, les immigrés nous prennent les allocations familiales, nous prennent le travail, ils sont payés 60 € par jour quand ils sont demandeurs d'asile, alors que nous, on n'a rien. Ce thème-là, il est très porteur. Et je crois qu'une des façons de lutter aussi contre cette montée en puissance du racisme, c'est de repenser nos politiques de redistribution sociale. C'est pour ça que je crois que le gain de l'électorat populaire, que ce soit de la part de Valérie Pécresse ou d'Emmanuel Macron, gagner l'électorat populaire, ça doit se faire sur des politiques de redistribution sociale, pas sur des grands discours sur l'identité et la liberté. Juste pour continuer sur la critique des médias, dans une société de cours comme est la France, les médias sont aussi des médias de cours. Je veux dire qu'ils s'intéressent énormément et beaucoup trop aux riches et aux puissants, aux grands appareils d'État et aux appareils. Exemple, Éric Zemmour dit que Pétain a protégé les Juifs. Évidemment, tollé, on mobilise tous les historiens pour montrer que cette sinistre blague ne tient pas la route. Et puis rien. Alors que ce qu'on peut dire ensuite sur la situation des Juifs en France entre 1940 et 1944, c'est qu'ils ont été beaucoup moins victimes du nazisme, non pas parce qu'ils ont été protégés par Pétain, au contraire, mais parce que suffisamment de Français se sont dévoués pour les protéger. Les Klarsfeld ne cessent de répéter ça depuis des années et des années, mais ça tombe presque dans le désintérêt général, parce que ce que font les gens, ça n'a pas d'importance. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter sur ces sujets, nous allons passer au suivant, qui est celui joyeux de savoir s'il y aura ou non une guerre pour Noël, ou s'il va falloir attendre le 1er janvier. À la mi-novembre, les États-Unis, suivis par l'OTAN, ont exprimé des inquiétudes quant aux 175 000 hommes massés par la Russie aux abords de l'Ukraine. Cette activité militaire inhabituelle peut faire craindre une invasion du pays, ce dont Moscou se défend. Depuis 2014, l'Est de l'Ukraine est en proie à une guerre entre des forces irrégulières pro-russes établies dans la région du Donbass et le pouvoir central de Kiev. Ce conflit a déjà fait 13 000 morts, malgré les accords de cessez-le-feu de Minsk, conclus en 2015. Moscou est accusé d'armer et de financer les forces irrégulières, voire de fournir des combattants sans insigne. La Russie et l'Ukraine partagent de nombreux motifs de discorde, les uns remontent à Catherine II, mais le dernier en date, lié à l'annexion par les Russes de la Crimée et de Sébastopol en 2014, suivi de son annexion par Moscou, que quasi personne dans le monde n'a reconnu, hormis la Biélorussie et la Syrie. La Russie se dit obligée de procéder à des déploiements préventifs, car Kiev fomenterait une reconquête du Donbass, où vivent 600 000 citoyens ukrainiens dotés ces derniers temps d'un passeport russe. Vladimir Poutine dénonce les provocations de l'OTAN en mer Noire, ou le déploiement de certaines unités à l'intérieur même de l'Ukraine, ce que l'Alliance dément. Le 2 décembre, le Kremlin avait exigé des garanties sécuritaires à ses frontières, notamment l'abandon du projet d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ça n'est pas une option, a répliqué le ministre ukrainien des Affaires étrangères, en rappelant que l'adhésion de son pays à l'OTAN et à l'Union européenne figure dans la Constitution. Le 6 décembre, Joe Biden s'est entretenu avec Emmanuel Macron, Angela Merkel, Boris Johnson et Mario Draghi afin de se concerter sur la situation en Ukraine.
À l'issue de cette concertation, les États-Unis ont fait savoir qu'en cas d'attaque de l'Ukraine par la Russie, ils prendraient de nouvelles sanctions économiques massives, mais sans envisager une riposte militaire directe. Des scénarios que les Européens se refusent à envisager à ce stade, Paris et Berlin en tête. Les Européens veulent également éviter tout malentendu avec Moscou sur une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. La tension a baissé le 8 décembre avec le sommet virtuel entre Biden et Poutine, qui a permis de privilégier une voie alternative. Le président russe a réclamé des garanties juridiques excluant à la fois une extension vers l'est de l'OTAN et le déploiement de systèmes d'armement avancés. Les deux dirigeants se sont accordés, selon le communiqué du Kremlin, pour que leurs conseillers conduisent des consultations sur ces questions sensibles. Les États-Unis se disent prêts avec les alliés européens à soutenir une revitalisation des accords de Minsk en soutien du format Normandie, Allemagne, France, Ukraine et Russie. Ce dernier se trouve à l'arrêt depuis le sommet de l'Élysée en décembre 2019. La Maison-Blanche évoque également un nouveau cessez-le-feu et des mesures de confiance sur cette question. Béatrice Gibelin. Je voudrais rassurer Philippe Meyer, il n'y aura pas de guerre à Noël. Et il n'y en aura pas non plus le 1er janvier. Et je pense même qu'il n'y en aura pas non plus au printemps. Ça veut dire que je ne crois pas, effectivement, à l'escalade, encore que. Quand on est dans ce genre de situation, un dérapage et une maladresse est toujours possible. Donc, il vaut mieux prévenir qu'être obligé d'affronter ce genre de situation. Néanmoins, je ne pense pas que Poutine ait réellement l'intention d'envahir l'Ukraine. C'est quelque chose de mettre la main sur la Crimée, qui n'avait été confiée à l'Ukraine que à l'époque de l'Union soviétique, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, et que les Russes ont toujours pensé que c'était une erreur et que la Crimée n'avait aucune raison d'être entre les mains de l'Ukraine. Et qu'au fond, on ramenait la Crimée à la maison et que c'était bien normal et que les bases de Sébastopol, pour la marine russe, est suffisamment importante pour qu'on ne laisse pas ça à des Ukrainiens. Bon, maintenant, envahir un pays de 42 millions d'habitants, c'est une autre affaire. Et on prend à ce moment-là des risques beaucoup, beaucoup plus grands. Et deuxième remarque, nous ne sommes plus en 2014. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne aujourd'hui n'est pas du tout l'armée ukrainienne d'il y a 6 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle a des conseillers britanniques qui sont présents en Ukraine, elle a des conseillers américains qui sont présents en Ukraine, elle a du matériel fourni aussi par la Turquie, dont ces drones qui ont été si efficaces pendant la guerre entre l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh. Donc, et c'est une armée nombreuse, et il y a un sentiment nationaliste fort en Ukraine, c'est-à-dire des gens qui seront prêts à mourir pour défendre leur pays. Je ne suis pas aussi sûr que ça, que l'armée russe serait très forcément enthousiaste à aller se faire trucider en allant combattre en Ukraine. Donc, me semblent des données extrêmement importantes à prendre en compte. Autre donnée extrêmement importante, je pense que Poutine garde la représentation, au fond, que l'Ukraine, ça n'existe pas, et qu'il n'y a pas de sentiment national ukrainien, et que tout ça, c'est russe, et que ça parle une langue qui était assez méprisée d'ailleurs par rapport à la langue russe, donc dans une négation vraiment d'un sentiment national qui existe fortement en Ukraine et qui s'est renforcé, et où la majorité de la population, aujourd'hui, souhaite intégrer l'OTAN, souhaite intégrer l'UE et souhaite maintenir une nette indépendance vis-à-vis de la Russie. Et ça, Poutine a énormément de mal à le concevoir, à l'admettre. Troisième point, ce sera le dernier, c'est que masser entre 100 000 et 170 000 troupes à la frontière, il est sur son sol, donc il a parfaitement le droit de le faire. C'est aussi une façon de montrer ses muscles, et ce qu'il veut, c'est en fait discuter avec les États-Unis. Et non tenir l'Europe pour quantité négligeable. C'est une façon donc d'amoindrir, si vous voulez, à la fois le rôle qu'elle pourrait jouer dans Minsk, par exemple, comme le rappelait Philippe, mais aussi se reposer, lui, la Russie, au même niveau
que les vrais grands. Et que discuter avec Biden, amener Biden à discuter pendant 2 heures ou 3 heures avec lui, c'est une façon de reprendre, j'allais dire, une certaine puissance, une certaine force. Voilà. Donc, je pense qu'on est dans un jeu de rapport de force qui, espérons-le, ne dérapera pas. Akram Belkaïd. Eh bien, je pense que nous sommes toujours dans cette quête d'un nouvel équilibre suite à la chute de l'URSS et de la recomposition à laquelle on a assisté en Europe de l'Est, notamment avec le passage massif des anciens pays du bloc de l'Est, de l'ex-bloc de l'Est, au sein de l'Union européenne. Et donc, effectivement, il y a le cas ukrainien. Pour prendre les choses à l'envers, je dirais que cette crise est aussi du pain béni pour l'OTAN, qui est tout de même dans une quête existentielle. Je rappelle que le président Macron avait dit il y a 2 ou 3 ans que c'était une organisation en mort clinique. Mort cérébrale. En mort cérébrale. L'URSS n'est plus là, à quoi sert l'OTAN ? Et donc, on est aujourd'hui dans des discours qui sont en train d'emprunter, je dirais, à la symbolique de la guerre froide, avec l'ennemi à l'Est, avec la nécessité de toujours investir plus d'argent pour les armements, etc. Donc, on sent bien que cela aussi, sans rentrer dans le complotisme le plus vil, il y a aussi des intérêts importants pour que l'OTAN continue à être active pour que les contrats d'armement ne cessent pas. L'Ukraine, effectivement, mais rappelons tout de même que dans les années 90, la chose a été visiblement dite, écrite et convenue, pas d'OTAN pour l'Ukraine. C'est sur ces promesses-là ont été faites à plusieurs reprises. Non. C'est en tout cas ce que prétend aujourd'hui la Russie. Et donc, si on considère les choses du point de vue russe, sans vouloir défendre M. Poutine, bien entendu, il est évident que jamais il n'acceptera d'avoir à sa frontière des troupes de l'OTAN. C'est pas possible. C'est un casus belli. Accepterait-on l'inverse en Europe ? Il les a bien dans les Balkans, hein ? Ça, c'est dans les pays baltes, pardon. Effectivement, et on voit aujourd'hui la situation de tension à laquelle on assiste dans ces pays-là. Mais en tout cas, sur la question ukrainienne, c'est une ligne rouge. C'est clairement une ligne rouge qui est posée par la Russie et qui fait que, à chaque fois, on a cette question-là qui est posée et qui mérite, à mon avis, une véritable réflexion. Nicole Niesetto. Oui, d'abord je voudrais m'associer au réalisme de Béatrice Gibelin. Il n'y aura pas de guerre à Noël. J'ajoute une raison aux arguments qu'elle a donnés, c'est que personne ne veut du Donbass, et surtout pas la Russie. Il n'y a rien dans le Donbass, il y a du charbon et des industries lourdes qui ne servent plus à grand-chose. Il y a déjà un accord, ils ont signé entre la Russie et les 2 républiques du Donbass, ils ont signé un accord de libre-échange, donc déjà toute l'économie du Donbass est associée à celle de la Russie, donc c'est pas la peine de l'envahir pour avoir ça. Et inversement, les Ukrainiens ont compris que le Donbass c'était irrécupérable. Donc faire la guerre pour quelque chose dont personne ne veut, ça me paraît pas crédible. Quant à l'OTAN, je suis d'accord avec ce qu'a dit Akram. L'OTAN est bien content d'avoir retrouvé, après l'échec absolu en Afghanistan, d'avoir retrouvé une raison d'être, en particulier pour les pays d'Europe centrale et orientale. Enfin, il faut quand même voir que dans la mesure où l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, une intervention de l'OTAN demanderait l'accord unanime, ratification parlementaire ou référendaire des pays membres de l'OTAN, et que, allons mourir pour Kiev, je crois qu'on n'est pas encore là. Ça, c'est mon premier point. Donc, on peut, je crois, dormir tranquille. Mais il y a quand même 3 impondérables, vraiment de l'ordre de l'irrationnel. Il y a premièrement les Ukrainiens. Il est possible que les Ukrainiens fassent la même erreur qu'avaient fait les Géorgiens en 2008. La Géorgie, qui avait été un peu manipulée par une stratégie ou un discours américain très favorable à la défense des droits de l'homme, etc., et de la liberté, de la démocratie contre la Russie, les Géorgiens ont cru en 2008 qu'ils pouvaient attaquer la Russie, parce que c'est eux qui ont attaqué, et que l'Amérique viendrait à leur secours. Il ne s'est rien passé, personne n'est venu à leur secours. Et j'ai peur que les Ukrainiens, mobilisés par le nouveau discours favorable à la démocratie, les droits de l'homme de Joe Biden, fassent ce même calcul. Je rappelle qu'ils ont quand même mis que dans la Constitution, que l'OTAN était
la mission de l'Ukraine, ce qui est quand même, et qu'ils ont pris récemment en 2019 une mesure qui est quand même pas tout à fait agréable pour les Russes, qui est la suppression de la langue russe comme deuxième langue officielle de l'Ukraine. Donc j'ai peur qu'il y ait une stratégie qui perd-gagne de la part des Ukrainiens. Deuxième impondérable, Joe Biden. Joe Biden, qui est redevenu le leader de la démocratie, de la défense du monde libre, etc., et qui a pris déjà des positions extrêmement étranges sur Taïwan, en disant que l'Amérique défendrait Taïwan, ce qui est le contraire de la position officielle des États-Unis, qui dit que les États-Unis sont à côté de l'Ukraine. Il n'a pas dit qu'on défendrait l'Ukraine, mais je pense qu'il peut y avoir un emballement de la part de la diplomatie américaine qui veut prouver son rôle de grande puissance défendeur du monde libre et qu'il peut y avoir des erreurs commises sur ce plan-là. Et dernier impondérable, la stratégie russe. Je suis d'accord pour dire que il y a plusieurs éléments dans la stratégie russe. Il y a premièrement remettre en cause, encore une fois, l'ordre de l'après-guerre froide. Et cet ordre, il est contestable. L'ordre de l'après-guerre froide imposé par les Américains, c'est l'OTAN avale tout ce que l'Union soviétique perd. Et là, je pense que les Russes ont raison de dire que l'OTAN ne peut pas s'élargir à l'Ukraine. Il faut le dire, c'est un casus belli, ils ont raison. Moi, je suis pour une position que les Européens devraient défendre, qui est de dire ni OTAN, ni annexion. Et c'est pas faire injure à la Finlande de dire que cette position géographiquement justifiable est la seule façon d'éviter la guerre en Europe. Mais donc, il a cette première stratégie et il a aussi cette deuxième stratégie, je crois. Je crois que Poutine est un peu comme un enfant qui dit « et moi, et moi, et moi ». Il est terrorisé à l'idée que l'Amérique ne s'occupe que de la Chine, que de l'Asie, et que du coup, la grande puissance russe est considérée comme ce que Obama disait, une puissance régionale. Et il ne veut pas que la Russie soit considérée comme une puissance régionale, et donc attiser un foyer de tension, faire peur qu'une guerre puisse arriver en Ukraine, est une façon de rester au centre du jeu et d'empêcher l'Amérique d'aller en Asie. Et là, je crois qu'il est en train de réussir. Cole Stengler. Je pense aussi, ce qui est clair, c'est que c'est une situation très délicate pour l'administration Biden. Il y a des intérêts aussi divergents, même au sein de ce gouvernement et au sein du département de l'État. C'est-à-dire que il y a un dilemme de à la fois comment faire baisser les tensions en donnant une sorte de porte de sortie à Poutine et aux Russes, qui demandent des garanties juridiques pour que l'Ukraine n'accède pas à l'OTAN, ce qui est quand même pas facile à satisfaire comme demande. Donc il y a ça d'un côté, et je pense que c'est dans l'intérêt des Américains de faire baisser les tensions. Mais de l'autre côté aussi, il y a d'autres personnes qui au sein de cette administration, qui sont plutôt favorables à l'idée de défendre à tout prix leurs alliés en Europe de l'Est, l'Ukraine, les autres pays dans l'Europe de l'Est. Et donc, il y a une sorte de tension, de conflit aussi au sein de l'administration Biden. C'est une position très, très délicate, une situation délicate. Et puis, cela étant dit, je pense quand même, pour rejoindre un peu ce qui a déjà été dit, aux États-Unis, c'est mon impression qu'il y a peu d'appétit pour une confrontation militaire, pour plusieurs raisons. L'opinion publique, pour commencer. Les Américains, en général, il faut le dire, s'intéressent malheureusement peu aux affaires étrangères, mais en plus de ça, sont en général défavorables à des interventions militaires à l'étranger, malgré ce que font des gouvernements. Il y a aussi le risque d'un deuxième fiasco après l'Afghanistan, ce qui a eu des conséquences politiques importantes en fait pour l'administration Biden, même si les Américains en général ont été en faveur d'une sortie de l'Afghanistan. La manière dont ça a été géré a été quand même assez catastrophique, même d'un point de vue politique pour l'administration Biden. Et puis là, il y a aussi la question des midterms qui s'approchent, les élections législatives l'année prochaine. Et donc, pourquoi avoir encore un autre fiasco à l'étranger? Tout ça met de la pression, je pense, sur l'administration Biden de trouver une solution. Mais encore une fois, c'est pas évident de comment réconcilier ces deux positions. Et il y a aujourd'hui même des conflits pour pousser le président à aller dans un sens ou plus de l'autre. Nicole Lisetto ? Oui, je voudrais ajouter un point dont on n'a pas parlé, qui est l'attitude des Européens.
qui brillent par leur absence, leur impuissance, leur inexistence stratégique, au moment où la France va prendre la présidence de l'Union européenne et dont le thème et pour laquelle le thème de la souveraineté stratégique est un grand thème français. Il serait temps quand même de réfléchir sur cet échec. Alors, 4 points. Premièrement, les Européens ont été quand même à l'origine de la crise avec l'Ukraine. Non pas volontairement, mais ils ont proposé en 2013 un accord d'association et de partenariat qui ne considérait même pas que la Russie pouvait avoir une opinion sur cet accord. Autrement dit, et donc il y avait dans cet accord des clauses qui sont apparues aux Russes comme parfaitement inacceptables, dont la suppression déjà de la langue russe pour la partie est de l'Ukraine, et puis l'interdiction, le retour de Sébastopol dans le giron ukrainien, qui est quand même le grand port russe sur la mer. Et donc, les Européens n'ont jamais voulu reconnaître qu'ils ont été à l'origine de la crise par bêtise, je dirais. Deuxièmement, ils ont repris la main en 2015 avec la création des accords de Minsk II entre la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine. Mais c'est dans une impasse totale parce que je crois que ni l'un ni l'autre de la France et de l'Allemagne n'ont mis la priorité sur cette question. Troisièmement, les Européens sont divisés. On a vu cette année, en 2021, la France et l'Allemagne proposer la reprise d'un dialogue stratégique avec Moscou et ça a été refusé par les Baltes, les Pays-Bas et la Suède. Autrement dit, les Européens eux-mêmes ne sont pas capables d'avoir une vision de la Russie, et donc comment peuvent-ils avoir une stratégie sur l'Ukraine s'ils n'ont pas ? Mais le pire des scénarios serait, je crois, que les Russes attaquent un tout petit peu, mais pas vraiment, que ce soit pas clair, comme ils ont fait déjà avec des humanitaires déguisés, plutôt des soldats déguisés en humanitaires, que l'OTAN réagisse un tout petit peu, mais pas clair, en envoyant en mobilisant à la frontière des troupes européennes, et notamment des Baltes, des Polonais et peut-être des Allemands, mais certainement pas les Américains. Et qu'on ait sur l'Ukraine un découplage réel entre l'Amérique qui n'interviendrait pas militairement et ce pilier européen de l'OTAN qui pourrait faire les choses. Ça, ce serait la pire des solutions. Et je répète, ni OTAN, ni annexion. Si quelqu'un pouvait nous entendre... Béatrice Gibelin. Pour la finlandisation de l'Ukraine. Bon, c'est pas sûr que les Ukrainiens en aient envie. C'est là où les choses sont un peu plus compliquées. Effectivement, le scénario que vient de faire Nicole serait de loin le plus dramatique. Il faut pas oublier aussi que dans l'attitude de Poutine aujourd'hui, il y a une situation interne à la Russie et que la situation économique et sociale de la Russie est mauvaise et que la pandémie, y fait des ravages, bien qu'ils aient eu un vaccin Sputnik avant tous les autres, mais qui fait des ravages extrêmement importants. Donc, agiter l'idée d'une grandeur russe et qu'on la maintiendra, et c'est très important dans les représentations d'une partie de la population russe, en particulier la plus âgée. C'est sans doute un peu moins vrai sur les plus jeunes. Mais ça a aussi ce rôle-là qui est important. Quant à la ligne rouge, la façon dont il a de l'affirmer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le refus qu'il puisse y avoir une indépendance vis-à-vis de l'Ukraine. Pour lui, l'Ukraine, c'est dans son orbite, et c'est son étranger proche, et c'est plutôt presque pas étranger, et d'abord russe. Et il estime qu'il doit avoir le contrôle réel sur ce terrain-là. Dernier point, la situation, économique et sociale en Ukraine, avec le nombre de très, très grands oligarques et la corruption à un degré très, très élevé, fait que quand même, c'est pas demain la veille qu'on verra l'Ukraine rentrer dans l'Europe en ce moment. Hein. Nicole Niesato. Juste un dernier point, sans vouloir du tout défendre Poutine, c'est pas mon intention, mais quand même, il faut regarder la situation avec un peu de réalisme stratégique. Je ne pense pas que Poutine veuille contrôler l'Ukraine. Je pense que ce qu'il veut, c'est que personne ne contrôle l'Ukraine, ni l'OTAN, ni la Russie. C'est ça son point. Et de laisser l'Ukraine dans un état d'inquiétude constante, de lui faire peur tout le temps, de façon à ce qu'elle n'évolue jamais. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir en faisant remarquer que pendant que trop de médias vaticinent sur des sondages qui leur tiennent lieu de connaissance de la réalité et qu'ils traitent comme des prédictions, dans l'Aveyron, à Viviers, près de Decazeville,
Après la fermeture de la mine de charbon, après la mise à l'arrêt des activités de Vallourec, la société aveyronnaise de métallurgie, la SAM, va être liquidée parce que Renault, son unique client, a décidé de se fournir dans des pays où les rémunérations sont plus faibles et le droit du travail plus accommodant, et bien que la SAM consacre près de la moitié de son activité à l'équipement des voitures hybrides et électriques. Il ne s'agit donc pas d'une vieille industrie dont il faudrait se défaire. 330 ouvriers et cadres de cette société se retrouvent sur le carreau. Ce qui reste du bassin industriel de l'ouest du département, de Casseville, Viviers, Aubin, est frappé à mort par la décision d'une entreprise, Renault, dont l'État est actionnaire à 15%. Nul doute que la décision de Renault n'est une logique économique, mais une logique économique qui ne prend pas en compte les conséquences sociales de ces décisions n'est pas une logique économique, c'est une logique comptable. Je connais bien cette région, j'ai vu de Casseville et son bassin prendre les uns après les autres les coups donnés par ces décisions à courte vue. Toutes ont blessé, la dernière tue. Béatrice Gibelin. Moi, je vais vous parler d'un ouvrage qui m'a, j'allais dire, vraiment beaucoup plu. C'est l'ouvrage de l'anthropologue Charles Stepanov, qui s'intitule « L'animal et la mort ». C'est un anthropologue qui travaillait essentiellement sur les peuples autochtones du sud de la Sibérie. Et puis, avec la pandémie, il n'était plus possible d'aller faire son terrain. Et il a donc fait du terrain en tant qu'anthropologue à 100 km à peu près de Paris, dans la limite du Perche, de la Mayenne, dans ce coin-là. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il s'est intéressé aux chasseurs paysans. Et il a trouvé, au cours de son enquête, que ces chasseurs paysans étaient peut-être pas si éloignés de ces peuples autochtones qui sont aussi chasseurs, bien sûr, et qui chassent pour se nourrir et qui ont un rapport au milieu extrêmement particulier. Alors, les Touvas sont dans le chamanisme, ce qui n'est pas le cas des chasseurs paysans, mais ils découvrent des chasseurs paysans qui ont une connaissance extraordinaire du milieu, qui ont une connaissance réelle du gibier, du rapport à l'animal, et il arrive à faire deux très grandes catégories. Au fond, l'animal enfant, c'est-à-dire l'animal avec lequel on joue, l'animal domestique, qu'on surprotège et qui ne sait plus rien faire, qui ne sait plus chasser et qu'il faut nourrir et emmener chez le vétérinaire comme un enfant. Et puis, ce qui est la production animalière, c'est-à-dire quand on fait de la viande, quand on fait du porc, voilà. Et que tous les défenseurs, enfin, tout ce qui est hostile à la chasse, combine ces deux aspects-là, et qu'il y a un autre rapport au milieu et au vivant, qui est celui de ces chasseurs paysans. Je vous assure, c'est extrêmement intéressant. Akram Belkaïd. Alors, je voudrais vous parler d'une pièce, d'un spectacle, qui est à la fois pièce de théâtre et spectacle musical, qui s'appelle Fado dans les veines, qui joue au théâtre de l'Échangeur à Bagnolet. C'est de Nadège Prugnard. Et c'est un itinéraire d'une fille d'immigrés portugais, et qui raconte un peu la destinée de ses parents et puis la sienne aussi, donc, et qui rappelle des choses dont on ne parle plus en France. Elle rappelle par exemple que l'immigration portugaise en France a longtemps été une immigration clandestine, qu'elle a eu son lot de récits, de passeurs, de misère. Donc c'était à l'époque où le Portugal était sous Salazar, donc ce dictateur, que nombreux immigrés portugais, lorsqu'ils arrivaient en France, atterrissaient dans un bidonville et qu'ils y sont restés longtemps. Et donc elle raconte un peu ça avec sa volonté d'émancipation, sa volonté de sortir de ce qu'elle appelle les 3 F, à savoir le fado, Fatima et le football. Et c'est un récit assez puissant, c'est un spectacle assez incroyable en termes de composition musicale. Et il y a sur scène parfois deux chanteuses de fado qui sont absolument sublimes. Et voilà, donc ça joue au théâtre de l'Échangeur à Bagnolet. Nicole Nisotto. Alors, moi, je voudrais partager avec vous une expérience artistique assez rare, qui est la visite de la collection Altani à l'Hôtel de la Marine, récemment restauré aux 2 places de la Concorde. Déjà, l'endroit est
exceptionnelle de beauté, mais bon. Mais cette exposition Altani est rare parce que je crois que c'est la première fois, en tout cas pour ce qui me concerne, que je vois une collection consacrée à notre commune humanité. Il n'y a pas les objets rares que ce milliardaire, je crois qu'il est du Qatar, a réunis, ne sont pas séparés par période ou par civilisation, Mésopotamie, Mexique, etc. Elles sont réunies par thème. Et donc, il y a notamment une galerie de têtes, de sculptures de têtes en cuivre, en plâtre, en tout ce que vous voulez, mais où on voit une tête de Mésopotamie, moins 3005 avant Jésus-Christ, à côté d'une tête venue du Tibet, à côté d'une sculpture de tête mexicaine, à côté d'une sculpture de tête égyptienne. Et c'est absolument fascinant parce que ce mélange des dates et des civilisations ne montre qu'une seule chose, c'est qu'à quel point le désir de beauté et le désir de durée de l'humanité était le même. Moi, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Je vous conseille absolument d'y aller. Cole Stengler. Bon, désolé de vous donner une réponse si parisiano-centrée. On était en train de parler de Paris tout à l'heure avant l'émission, mais je suis bien conscient Paris n'est pas la France. Ceci étant dit, il y a une exposition qui a l'air très intéressante au musée Carnavalet sur les rapports entre Marcel Proust et la ville de Paris. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la ville de Paris, aussi les rapports entre les écrivains et la ville de Paris. Et donc, il y a cette exposition qui a l'air très intéressante qui commence dans quelques jours au musée Carnavalet de Paris. Le musée Carnavalet, récemment réouvert après de longs travaux de rénovation et de transformation, et qui est en effet l'endroit où on ne peut qu'aller quand on s'intéresse à Paris et à son histoire, et on peut y aller, y retourner, y re-retourner. Merci, d'abord merci à tous ceux qui nous soutiennent, et bravo à tous ceux qui s'apprêtent à nous soutenir. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui en assurera le compte-rendu analytique, le compendium, à Nicolas Tourneau qui veille à notre site et à Olivier Magloire qui veille à nos plateformes de financement, Adrien Beccaria pour le studio L'Arrière-Boutique a enregistré cette conversation produite par Julien Neuville et Nouvelles Écoutes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission thématique consacrée au référendum en Nouvelle-Calédonie et ses différentes conséquences.